Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette première manifestation et conférence de l'année du CCS Groupe Lémanique. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Je dois malheureusement prendre quelques minutes à Marcus pour faire 2-3 présentations. Donc aujourd'hui, ce soir, c'est la présentation de Marcus. La prochaine manifestation, le 9 avril, c'est une formation contre la défense incendie à l'ECA ou pour la défense incendie. Et puis ensuite, on a invité le 4 mai l'équipe de l'EPFL qui s'occupe de battre le record de vitesse à la voile, Speed 80. Suivra plein d'autres choses. Voilà, je vous présente rapidement Marcus. Marcus nous a rejoint en 2011 au Courmer. Et puis après, il a suivi toutes les étapes jusqu'à être skipper au CCS Lémanique. Et puis après, il a volé de ses propres ailes. Il a envie d'aller se frotter au record de traversée de l'Atlantique sur un mini pour la Transat. Donc, je le laisse se présenter lui-même parce qu'il en sait plus que moi sur lui. Et voilà, Marcus, je te passe la parole. Rapidement, encore une chose, semble-t-il, il y a des gens qui se sont inscrits pour le repas. Donc, le repas est à votre charge. Il se passe en bas au restaurant. Ah oui, Jean-Philippe. Bonsoir tout le monde. Oui, j'oubliais, mais on a un nouveau coach pour les manifestations, Jean-Philippe Fleury, ex-gérant de l'hôtel Au Lac, qui nous a rejoint récemment et qui prend déjà son travail très à cœur. Merci Jean-Philippe, merci Marcus, à vous la parole. Merci Jean-Daniel. Merci pour cet accueil. Oui, c'est un petit peu fort. Je ne sais pas comment ça va chez vous. En tout cas, moi, j'ai extrêmement de plaisir à être parmi vous ce soir. Et puis, je me sens très honoré d'avoir autant de monde présent ce soir, que vous ayez répondu présent. Et puis, d'après ce que je sais, il y a aussi encore passablement de monde qui suit cette conférence en live sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être une chouette soirée. En tout cas, moi, je me réjouis tout plein. Et puis, c'est un peu un match à domicile pour moi, puisque j'ai grandi en grande partie également à Bussigny. J'ai mes parents qui sont là, j'ai certains frères et sœurs qui sont là, j'ai des voisins qui sont là, des anciens voisins. Ça me fait très, très plaisir de vous revoir aussi pour cette occasion. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à quelques ministres, hein, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui font du mini. Je vous raconterai bien sûr plus après, mais il y a Blaise qui prévoit un projet pour 2025. Et puis on a Titouan qui est mon collègue qui prépare la même chose que moi pour 2023, qui est aussi dans la région lémanique, qui travaille dans un chantier à Versoix et qui va traverser l'Atlantique en même temps que moi. On se verra peut-être pas souvent, mais on sera ensemble. Voilà. Et puis j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Nathalie et Raphaël Guignard de Zoé for Life. Et c'est une association qui me tient beaucoup à cœur et on vous en parlera plus tout à l'heure. L'agenda de cette soirée, donc je vais commencer par me présenter. Il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Présenter également le projet, qu'est-ce que c'est du mini, qu'est-ce que c'est traverser l'Atlantique sur un petit bateau. Et puis après, je vais vous parler aussi de quelques challenges, des challenges qu'on rencontre pendant la traversée, mais déjà bien avant, parce qu'on se prépare à cette traversée, des choses toutes simples. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de confort sur ces bateaux. Je vous en parlerai. Et puis, je vous ai parlé de Zoé for Life, qui se présentera également. Et puis, on terminera, avant de passer à la session questions-réponses, je vous présenterai en avant-première un petit film de la qualification des 1000 milles que j'ai faite l'année passée en août. Et puis je suis très fier de ce film parce que vous verrez, c'est un travail familial qui est plutôt bien réussi, en tout cas à mon sens. Quand vous voyez cette photo, il y a quand même deux, trois choses qui ne sont pas normales. Quelques anomalies ou les choses, en tant que marin, vous dites bah, ça ne peut pas jouer. Qu'est-ce que c'est ?
cette vague-là. Si je me trouve en réalité avec une vague comme ça, je suis pas bien. Hein. En tout cas, avec un petit bateau comme ça. Ok, la vague. Donc c'est un photomontage, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme d'autres anomalies qu'on ne devrait pas être en tant que marin un peu plus fort. Il ne faut pas être en t-shirt. Qu'est-ce qui manque du coup? Un gilet. Avec une vague comme ça, il vaut mieux avoir un gilet s'il y a une vague comme ça qui arrive. Et puis encore quelque chose. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus techniques. Peut-être une bastac ici qui manque pour tenir le mât. Là, il n'y en avait pas parce qu'il n'y avait pas tellement de vent, donc je ne l'ai pas vraiment serré. Mais quand il y a du vent et quand il y a des vagues comme ça, c'est important qu'on tire la bastac à fond. Pour ceux qui savent ce que c'est la bastac, enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le patara. Enfin, c'est ce qui tire le mât contre derrière, qui s'assure qu'on ne démate pas. Donc voilà pour le quiz de départ. Alors, qui suis-je? Donc le nom, vous le connaissez déjà. Le mini, ça tient jeune. Ça maintient jeune. Donc ça, c'est un âge qui est théorique. Mais en fait, quand je vais à la Turballe m'entraîner, les gens me disent « mais quand tu viens à la Turballe, tu as 15 ans ». Et c'est un peu vrai. Et puis ça me réjouit parce que ça me maintient vraiment jeune parce que je partage ma passion aussi avec beaucoup de jeunes. J'habite à Saint-Pré, près de Morges, mais tous les 2 week-ends, j'habite à la Turballe. Chez un copain ministre qui est probablement également en train de nous écouter, que je salue. Salut Ben. Et d'ailleurs, ses beaux-parents sont aussi parmi nous aujourd'hui. Ils sont où? Je les ai vus avant. Ils se cachent. Ils ne sont pas là? Ah si! Ils sont là, ils sont rouges. Voilà. Donc toutes les 2 semaines, je me rends à la Turballe pour m'entraîner. Et puis après, une formation, je suis ingénieur à la base, mais je ne travaille plus forcément en tant qu'ingénieur. Je suis responsable d'une chaîne de restauration collective. Et puis, il y en a beaucoup qui demandent, est-ce que tu fais ça à plein temps, respectivement la voile à plein temps? Non, je ne fais pas la voile à plein temps, je travaille à plein temps pour ma société qui me paye aussi mon salaire. Et à côté, je travaille aussi à plein temps, mais sans salaire, sur mon projet. Donc ça fait des semaines bien chargées. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est important pour moi, c'est que je déteste l'ennui, je déteste le status quo. J'aime pas me retrouver longtemps dans une zone de confort. Quand je suis dans une zone de confort, dans ma zone de confort, automatiquement, je vais aller chercher autre chose, des nouveautés, et puis me mettre en danger. Et c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi laquelle je suis aujourd'hui ici. Jean-Daniel, tu l'as abordé tout à l'heure. Ma carrière nautique, elle n'est pas si vieille que ça, elle est plus récente que ce que tu as dit. En 2011, c'est vrai que j'ai été en Croatie avec le travail, avec mon ancien travail, et puis on a eu un team building. On était sur un bateau, on a loué un bateau 3 jours. C'était la tempête, c'était vraiment la pluie. On est sorti 2 heures. D'ailleurs, pendant ces 2 heures, on a cassé le bateau. Et on est rentré, et puis j'ai dit au coach, je rentre et puis je m'achète un bateau. Et puis c'est ce qui s'est passé. Début 2012, j'ai acheté un bateau, je n'avais pas de permis, quoi que ce soit. Et j'ai fait dans la foulée vraiment les permis lac, moteur et voile. Et puis je me suis inscrit également au cours mer que j'ai fait, sauf erreur, en 2013. Mais c'était... tu vois, donc c'est vraiment pas si vieux que ça, donc je ne suis pas un vieux marin et voilà. Et puis, donc, j'ai fait le permis théorique, j'ai fait mes 1000 très rapidement. En 2014, j'ai traversé l'Atlantique avec un classe 40 en équipage. Donc, je me suis payé une place parce que c'était un peu mon rêve de faire ça sans penser à tout ce qui allait venir par la suite. Et puis, j'ai encore eu un sabbatique à un moment donné lorsque j'ai changé de travail. Et puis, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas m'ennuyer à la maison. Donc, j'ai commencé un cursus de Yachtmaster, donc la version anglaise du permis mer. Donc il y a 2 étapes. Il y a l'offshore que j'ai réalisé en 2016 et puis j'ai également fait le Ocean en 2019, terminé le Ocean en 2019. Voilà. Donc au total, j'accumule à peu près 20 000 milles actuellement
Et puis, ça fait quasiment le tour de la Terre, hein. On n'est pas très très loin du tour de la Terre entre le lac et sur la mer. Et puis, l'année dernière, c'était 3500 milles, je crois. Et puis, ce que j'ai prévu cette année, c'est 4000 milles sur les océans. Si vous avez des questions, gardez-les en tête ou les notez-les quelque part, parce qu'à la fin, on aura vraiment l'occasion d'avoir une séance de réponse aux questions. Et je parle aussi à ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Donc, n'oubliez pas de noter les questions. Et puis, vous pouvez déjà les noter. Il y a quelqu'un qui va les récupérer et puis les retransmettre à la fin. Qu'est-ce que c'est la Mini? J'ai un petit film, un petit teaser qui a été fait pour la Transat de 2021. Donc, enfin, il date déjà d'il y a une année, mais ça donne une bonne indication qu'est-ce que c'est la Mini Transat. T'as le son? Voilà, donc la date, c'est presque la même dans 2 ans. Donc fin septembre 2023, dans une année, pardon. Fin septembre 2023, ce sera le départ pour d'abord les Canaries, puis après la Guadeloupe. Donc en solitaire, sans assistance et sans communication. Donc sans communication, ça veut dire il n'y a pas de téléphone à bord, il n'y a pas de téléphone satellite à bord. Tout ce qui est à bord, c'est des balises de sécurité. Si jamais il devait arriver quelque chose, qu'on puisse déclencher une balise. Mais dans ce cas, si vous déclenchez la balise, c'est que vous êtes éliminé et puis qu'on vient vous chercher et on laisse le bateau à l'eau. Donc, il ne faut pas utiliser ce genre d'outils, à moins que vous soyez en mode de survie et puis que vous avez besoin d'assistance. Mon projet, qu'est-ce que c'est mon projet? Je vous raconterai après comment le projet est né. Mais le projet, c'est un petit bateau de 6,50 m et de 6,50 m de long, 3 mètres de large, sans aucun confort. Donc, il n'y a pas de couchette, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de toilette, il n'y a vraiment rien. Et c'est un modèle de bateau qui s'appelle Nasira. Il y a à peu près 12-13 bateaux comme ça qui ont été construits. Et celui-là, il a été construit il y a une dizaine d'années. Donc, entre-temps, il y a eu plusieurs générations de bateaux qui ont été reconstruits par la suite, qui sont tous plus performants. Aujourd'hui, on voit beaucoup des bateaux qui ont le devant qui sont ronds et pas pointus comme celui-là. Et c'est vrai que, qui c'est qui parlait battre le record? Je ne vais pas battre le record de la traversée avec ce bateau, mais ce n'était pas mon ambition non plus au départ, parce que je ne viens pas de la régate, je viens vraiment de la croisière. Et pour moi, c'est vraiment l'aventure que je vais chercher. Évidemment, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Mais mon trip, ce n'était pas de monter sur le podium, parce que ça, je le laisse aux jeunes, respectivement à ceux qui ont navigué toute leur vie et qui savent régler beaucoup mieux un bateau que moi. Donc, ça s'appelle la Nasira. Le numéro du bateau, donc chaque bateau a un numéro. Quand ils s'annoncent qu'ils vont construire, quand les constructeurs annoncent à la classe Mini qu'ils vont construire un bateau, ils reçoivent un numéro. Et puis, le premier, c'était le 1, et puis maintenant, on est à 1000, 1070, 1080 par là autour, les nouveaux bateaux qui sont en train de sortir. Et puis, il s'appelle, son nom de baptême, c'est l'Omig, mais pour les courses, actuellement, on l'a renommé en Zoe for Life.
Je loue le bateau sur 4 ans. Donc, depuis 2020, je le loue. J'ai un contrat sur 4 ans qui m'assure de pouvoir naviguer la Transat en 2023. Un budget d'environ 200 000 euros. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup, hein. Finalement, il y a de l'argent à chercher, etc. Si on doit payer tout ça de sa poche, c'est beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, on parlera des partenaires tout à l'heure. Il y a vraiment aussi des contreparties, des choses qu'on peut apporter à des sociétés. Et puis aujourd'hui, la recherche de sponsors, on en parlera tout à l'heure, c'est quelque chose qui avance bien. Et puis je suis très très confiant qu'on arrivera à récolter ce montant. J'ai créé une structure en France, une société en France pour pouvoir héberger ce projet et également pour avoir, pour être tout à fait clair, pour pouvoir récupérer la TVA. En France, la TVA, elle est de 20%. Donc, si tous sur ces 200 000 euros, 20%, c'est 40 000 euros que je paye ou que je ne paye pas. Et c'est quelque chose qui est quand même important. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en parallèle, j'ai une vie professionnelle et surtout aussi une vie familiale avec ma chérie qui est là-bas, que je remercie d'ailleurs aussi d'être là. Et sans elle, je ne pourrais pas faire tout ce projet. Voilà, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je participe à cette aventure? Il faudrait, je pense, peut-être écrire un bouquin pour être tout à fait complet, mais donc vous savez que j'ai commencé avec des bateaux de croisière. J'ai toujours été intéressé par la course au large. Je regardais le Vendée Globe, je regardais la Route du Rhum, mais bon, c'était totalement inatteignable. C'est quelque chose qui rentrait même pas dans mon idée. C'était même pas un objectif en soi. Je me suis jamais fixé cet objectif pour mon cursus de navigation. Et puis, dans le cadre de mon Yacht Master Ocean, j'ai dû organiser des croisières. J'ai organisé des croisières offshore. J'ai également participé à des cours de formation au CCS. Et puis, on apprend à connaître des personnes, on commence à causer. Et puis, un jour, Elisabeth Torrance-Go m'a contacté pour demander si j'étais d'accord de participer au projet Rose Transat. Rose Transat, que beaucoup d'entre vous connaissent, puisque c'était une des dernières conférences que vous avez eues, c'était avec eux. Donc c'était 8 filles qui ont traversé l'Atlantique sur un bateau également. Et j'ai participé à ce projet en tant que coach ou conseiller technique, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et quand il s'agissait d'aller toucher le bateau, d'ailleurs Samantha elle faisait aussi partie de ce projet, quand il s'agissait d'aller chercher le bateau avec lequel ces filles allaient traverser l'Atlantique, on s'est rendu à La Rochelle. Et puis, en arrivant à La Rochelle, quelqu'un me dit « Mais demain, c'est le départ de la Mini Transat ». Et puis, par hasard, ils avaient 2 semaines de retard dans le départ parce qu'il y avait du mauvais temps. Et puis, effectivement, le jour d'après, c'était le départ de la Mini Transat. Donc, Marcus, quand il est arrivé à La Rochelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au port, c'était 11h, minuit le soir, il était au port, il était voir ses bateaux, il est monté sur les pontons, etc. Et puis, il était se coucher quelques heures, et puis à 6 heures du matin, il était de nouveau là, les yeux qui brillaient, et puis vraiment, j'ai vu le départ. J'ai même largué les amarres de Mathieu Gobet, qui était le seul Suisse qui a participé à cette transat. On s'est présenté, etc. Et puis, j'ai largué les amarres. C'était pour moi vraiment un truc exceptionnel. Je l'ai recontacté quand il était aux Canaries, c'est pas vrai, c'est lui qui m'a contacté. Et puis, on était mangé ensemble quand il est arrivé en Martinique, parce que le hasard fait bien les choses, puisque j'étais en Martinique pour accueillir les filles de Rose Transat. Et puis, je suis rentré, j'ai cherché un bateau, j'ai trouvé un bateau, j'ai signé un contrat avant que j'ai vu le bateau, j'ai juste vu en photo. J'ai téléphoné avec la fille qu'il avait avant, et puis j'ai signé le contrat. Et puis, le projet, il est parti comme ça. Et puis, quand j'en cause avec les gens qui m'ont accompagné, par exemple à La Rochelle, les filles, elles me disaient, mais Marcus, tu as les yeux qui brillaient, on savait que le projet allait démarrer à ce moment-là, alors que moi, je ne le savais pas encore. Enfin, au fond de moi, peut-être, mais en réalité, pas. Et puis, quand je cause avec mes proches, après, ils disent, mais Marcus, ça fait longtemps que tu parles de ça, ça fait longtemps que tu rêves de ça, mais tu ne le savais pas. Et puis, c'était pour eux moins surprenant que pour moi de me lancer dans un projet tel que la Mini Transat. Donc,
pour moi, un peu, il y a des rêves qui sont... Oups, c'était trop vite. Il y a des rêves qu'on n'ose pas s'avouer ou des envies qu'on n'ose pas s'avouer. Et puis pour finir, ben, c'est bien d'aller les chercher et puis surtout de les vivre. Et puis ça, c'est un message que je transmets aussi aux jeunes qui veulent faire des choses, qui veulent faire de la transat, qui veulent faire du bateau. Faites-le. Il y a toujours une route, il y a toujours un moyen pour y arriver. J'ai également la chance d'avoir un parrain. Il pourrait être mon fils, mais c'est mon parrain. J'ai rencontré Alan Roura également dans le cadre de Rose Transat à plusieurs reprises. Et puis, quand j'ai préparé mon projet, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un parrain, quelqu'un qui m'aide, qui me conseille ou qui peut être là, qui peut aussi attirer du monde et qui va créer de la visibilité. Et bah, je l'ai contacté et puis il m'a dit, bah, viens chez moi la prochaine fois que tu vas à la Turballe et puis on en discute. Et puis on n'a pas discuté, on a juste bu un verre et puis après... on a entériné la chose. Alan, bah, il n'est pas toujours présent, il a peu de temps parce qu'il a aussi acheté un nouveau bateau sur lequel il va naviguer beaucoup. Mais il sera présent sur quelques grands événements qu'on a planifiés l'année prochaine et également au départ de la Mini Transat en 2023. Traverser l'Atlantique en solitaire. Alors, on dit en solitaire, mais ce n'est pas du tout en solitaire, puisqu'il y a énormément de gens qui gravitent là autour. Il y a déjà vous tous qui êtes là, ça engendre, disons, des intérêts, des passions, etc. Et puis, il y a toute une équipe autour de moi qui m'aide à réaliser ce projet. Et là, je ne parle pas simplement du pôle d'entraînement dans lequel je suis. Donc, je suis à la Turballe. Je participe au pôle d'entraînement de la Turballe. Il y a, je sais pas, 5-6 pôles sur l'Atlantique, quelques-uns aussi en Méditerranée. Et puis, on peut s'entraîner dans ces pôles. Mais il y a également des gens qui s'occupent de moi, qui s'occupent de ma communication, qui s'occupent de mon bien-être physique, etc. Enfin, vous voyez la Noémie à gauche. Quand vous me suivez sur les réseaux sociaux, quand c'est dit je, etc., ben, c'est pas je, c'est Noémie qui publie dans la plupart du temps. Après, la dernière venue, c'est Charlotte qui va s'occuper de tout ce qui est relations publiques sur les 2 dernières années. Ensuite, on a Jules qui s'occupe de tout ce qui est sponsoring. Donc, c'est lui qui m'aide à trouver des nouveaux sponsors, à trouver des phrases clés, comment aborder, comment téléphoner, comment envoyer un mail, qu'est-ce qui capture, disons, l'intérêt des potentiels partenaires. Valérie qui va s'occuper de mon bien-être alimentaire pendant la transat. Pendant la qualification que j'ai faite l'année passée, donc c'était 9 jours en mer, j'ai perdu 4 kilos. Et puis, vous allez le voir dans le film tout à l'heure, la nourriture, c'est un problème pour moi, beaucoup plus que d'autres problèmes qui pourraient survenir. J'aime pas manger sur le bateau, j'aime pas manger ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, il faut vraiment que je me force. Et par conséquent, j'ai demandé à Valérie qui est diététicienne spécialisée en nutrition du sport. Elle a suivi quelques médaillés olympiques de cet hiver également. Donc elle est au top. Et puis après, mon frère Philippe qui va me préparer physiquement. Enfin, c'est moi qui dois me préparer, mais il va me dire comment le faire. Et Anne-Gaëlle qui prépare le bateau. Elle habite sur Nantes, donc elle est plus proche du bateau que moi. Et moi, quand j'arrive à la Turballe, j'aime bien naviguer et pas devoir d'abord préparer le bateau, réparer les trucs qui ne vont pas. Donc j'ai la chance de pouvoir compter, entre autres, sur Anne-Gaëlle. J'ai encore d'autres personnes qui s'occupent de mon bateau. Je vous ai dit avant, le projet, il dure 4 ans. Il y en a beaucoup qui font sur 2 ans. Des personnes qui font sur 2 ans, en principe, elles arrêtent de travailler, elles ne font plus que ça. Et puis là, c'est possible. Et puis ça devient de plus en plus difficile quand même sur 2 ans parce qu'il y a tellement d'engouement sur ce projet mini qu'il y a à peu près le double de participants ou de gens qui aimeraient participer qu'il y ait de place. Il y en a entre 80 et 90 qui vont pouvoir participer. Et aujourd'hui, sur les courses, il y a souvent 160, 170 de personnes inscrites. Donc, pour
pour pouvoir participer, il faut se qualifier, il faut avoir un certain nombre de milles. Et en 2 ans, ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir avoir cette qualification. Donc moi, j'ai la chance d'être pratiquement déjà qualifié et de pouvoir voir sereinement les prochains mois. Et alors que ceux qui font 2 ans, ils sont plus peur pour leur qualification. Donc en 2020, j'ai pris le bateau sur le Léman, j'ai navigué une année sur le Léman pour prendre en main le bateau, pour pouvoir le naviguer le plus possible, tous les week-ends, même le soir, etc. Et j'ai réalisé la qualification de 24 heures. Donc, avant la première course, il faut avoir fait 24 heures sur le bateau, montrer qu'on a, avec le livre de bord, etc., qu'on sait gérer le bateau sur 24 heures. Et j'ai pu faire ça sur le Léman. Après 2021, j'ai commencé les entraînements avec le pôle d'entraînement de la Turballe. Et puis, j'ai participé à 3 courses, 2 en double. La PLM, donc c'est une course qui part de Lorient. Je l'ai fait avec Valérie Savoie. Certains connaissent certainement Valérie, puisqu'elle est présidente du COST à Lausanne. Et puis, la mini Fastnet que j'ai fait avec Marie-Amélie, qui avait le bateau avant moi. Donc, elle connaît parfaitement le bateau. Donc, finalement, elle a bien géré le bateau. Puis moi, j'ai regardé comment elle l'a fait. C'était un très, très bon apprentissage pour moi. Et puis, la première course en solitaire que j'ai fait, c'était la Pourou Challenge Race, qui est la Trans-Gascogne. En fait, on traverse le golfe de Gascogne dans un sens et dans l'autre. Depuis près des Sables d'Olonne, on monte jusqu'en Bretagne, on redescend sur Bilbao, et puis on fait une pause là-bas et on remonte. Donc ça fait 600 000 en tout. Et pour finir, j'ai fait la qualification des 1000 milles juste après la Pourou Challenge Race, et ça a duré 9 jours. Donc 1000 milles, c'est une boucle, on en parlera tout à l'heure, et le film va parler de ça. 2022-2023. Alors, il y a encore beaucoup d'entraînements. Alors, ce qui est sûr, c'est que je m'entraîne toutes les 2 semaines à la Turballe. D'ailleurs, demain, je repars. Et je me suis inscrit à un certain nombre de courses, mais je ne suis pas encore certain de pouvoir participer à toutes ces courses parce que je suis sur liste d'attente. Il y en a 2 où je suis sûr. C'est la première et la dernière. Donc, la Pornichet Select et les Sables, Açores, les Sables. Donc ça, c'est déjà presque une mini-transat, puisqu'on va aux Açores et au retour, et c'est un total de 2600 milles, déjà rien que ça. Et puis, les 2 autres, je suis encore sur liste d'attente. Donc on verra. Pour moi, ce n'est pas très, très grave. Si je ne participe pas, j'irai quand même naviguer. Mais en termes de nombre de milles à atteindre, je n'ai pas le stress, puisque je peux participer au Sable, à Açores, les Sables, qui fait un total de 2600 milles. Et puis 2023, on continue à s'entraîner. Je n'ai pas encore décidé quelle course j'allais faire. On doit en faire en tout cas une. Puis après, en fin septembre 2023, c'est la Mini Transat. Et puis après la Mini Transat, le CCS m'a déjà réinvité pour vous raconter comment ça s'est passé. Voilà le calendrier. Donc vous voyez qu'il y en a qui me demandent, et puis tu bosses quand? Entre deux. Donc je m'entraîne tous les 2 week-ends. Après, on a les courses ici qui sont... une course, c'est peut-être 600 000, mais on doit y être une semaine avant parce qu'il y a tous les contrôles de sécurité à faire. Il y a les préparations du bateau, il y a les achats de nourriture. Il y a un tas de choses à préparer avant le départ. Et souvent, il y a encore des prologues, donc des petites courses pour les sponsors, pour les gens, pour attirer les personnes. Et puis, donc, avant le départ de la course, il y a souvent, par exemple ici, la course part le 19, mais moi je pars le 9 parce qu'il faut convoyer le bateau, on doit être le 11 là-bas, et puis la course part que le 19 par exemple. Donc il y a toute une préparation avant, et ça remplit bien le planning. Après, en fin d'année, je me rentraîne. Ici, c'est les 2 semaines de vacances que je pars avec ma chérie. Merci. Après, il y a le Salon nautique de Paris. Le Salon nautique de Paris, c'est le moment où je vais déposer mon dossier pour être qualifié pour l'année d'après. Donc c'est super important de pouvoir participer à ce Salon nautique. Et puis après, en fin d'année, j'amène le bateau au dernier chantier avant la Transat. Ça, c'est une question qui revient souvent. Comment tu dors? Quand c'est que tu dors?
Déjà, c'est pas permis de naviguer sur un bateau tout seul. C'est ce que vous apprenez. C'est interdit parce qu'il faut veiller tout le temps. Donc, il faut toujours avoir quelqu'un qui observe, qui regarde autour de soi, etc. Donc, je dors pas. Je dors pas, non, c'est pas vrai, puisque ici, vous voyez que je dors. Donc, le sommeil, c'est par tranche de 20 minutes. Jamais plus que 20 minutes. Toutes les 20 minutes, on se relève, on regarde si le cap est juste, si le vent n'a pas changé. On regarde dehors s'il n'y a pas des navires autour de soi. On a un système qui existe, pas pour les navigateurs, l'AIS c'est quelque chose de connu, mais pour ceux qui ne connaissent pas les bateaux, donc il y a un système de reconnaissance des bateaux. On voit les bateaux autour de soi à 5, 10 000, 20 000 en fonction de la hauteur du mât, etc. Donc il y a des systèmes compatibles où je peux voir les cargos qui passent ou mes copains ministres quand ils sont assez près. Le problème, c'est que tous les bateaux n'ont pas d'AIS. Par exemple, les pêcheurs, souvent, ils n'ont pas d'AIS ou ils ne veulent pas l'allumer parce qu'ils ne veulent pas montrer où ils sont. Les AIS, d'ailleurs, vous pouvez les suivre sur Internet. Donc, si je m'entraîne et puis que j'ai mon AIS enclenché, vous pouvez voir où je suis sur Internet. C'est un outil très, très bien, mais ce n'est pas un outil qui est fiable à 100%, puisqu'il y a beaucoup de bateaux qui n'ont pas d'AIS. Donc, vous devez toutes les 20 minutes regarder s'il n'y a pas des bateaux autour de vous. Et puis, s'il n'y a pas des conditions météorologiques qui ont changé, s'il y a le baromètre qui d'un coup, etc. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on observe toutes les 20 minutes. Ici, alors donc on dort pas toujours à la même place. Il n'y a pas de couchette, je vous ai dit avant. Donc une fois, c'est derrière, à bâbord. Une fois, c'est devant, tribord. Des fois, c'est au milieu, en fonction de l'allure du bateau et puis où c'est qu'on doit mettre le poids pour faire avancer le bateau au mieux. Ici, donc, je suis entre le cockpit et puis la coque. Donc là, j'étais probablement au portant, donc en allant assez vite, et où l'on devait mettre le poids à l'arrière. Et puis cette photo a été faite pendant la mini Fastnet par Marie-Amélie. Et puis je vous dirais que à un moment donné, c'était tellement la tempête dehors qu'on était les deux dedans, et puis qu'on a dormi pas l'un sur l'autre, mais un peu les deux. C'était vraiment, on était très très serrés. C'était une période un petit peu cocasse. D'ailleurs, chaque fois qu'on se revoit, on rigole de ce qui s'est passé là. C'était un peu inhabituel, mais le bateau avançait bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous verrez encore dans le film, je présenterai encore un peu plus comment est-ce que je dors. Voilà. Deuxième challenge, la nourriture. Quand on navigue, alors combien de calories on brûle par jour, un homme normal comme moi? 1500, ouais, 2000, 2500, par là autour. Les dames un peu moins, et puis les hommes un peu plus, etc. 2000, 2500. Sur un bateau, on ne fait pas forcément des efforts toute la journée, des efforts énormes. Par contre, on est tout le temps en mouvement. On est tout le temps en mouvement et on ne dort pas. Donc, on gagne tout le temps. On est tout le temps. Enfin, mes pulses sont toujours entre 120 et 140 sur un bateau. Et automatiquement, on crame des calories. Et puis, selon ce qu'on a mesuré, je consommerai entre 7 et 8 000 calories sur 24 heures sur un bateau. Donc, c'est pas mal de nourriture quand même, c'est pas mal de calories à prendre. Si je prends un plat ici, ça c'est entre 500 et 1000 calories. Donc, il faut que je mange beaucoup pour ne pas perdre de poids finalement. Et puis, la nourriture, c'est aussi quelque chose qui permet de garder un rythme dans la journée, de se lever le matin, de se lever le matin. On se lève pas que le matin, mais à un moment donné, il y a le soleil qui se lève, et puis donner un rythme, dire ok, maintenant je prends mon petit déjeuner, je prends mes céréales, et puis ça donne vraiment un rythme. Et puis après, voilà, on va manger. On n'a pas grand-chose, on va prendre des fruits avec, on va prendre peut-être des salades avec, mais ça dure 2-3 jours, puis après, on n'a plus de tout ça. Puis après, on dépend de sachets comme ça. De sachets comme ça, et vous avez deux types de nourriture. Vous avez les plats lyophilisés, où il y a plus d'eau dedans, donc il faut mettre de l'eau dedans. Et puis, vous avez les plats apertisés, où il y a encore de l'eau dedans, donc c'est des mets pasteurisés sous vide. Et puis, bon, en principe, ça, c'est un peu meilleur, mais il y a aussi des choses qui sont assez bonnes comme ça, mais voilà, c'est pas super génial.
Maintenant, comment est-ce qu'on fait? On n'a pas de cuisine. Ah oui, ça c'est encore important. Après, entre deux, vous avez des barres céréales, des barres, des compléments alimentaires. Et j'ai la chance de pouvoir compter sur une société qui s'appelle Fit Market, voilà, c'est mon coup de pub, qui me fournit ça et qui sponsorise également tout le budget nourriture. Et ça me donne des compléments entre les repas qui sont importants parce que des fois on ne peut pas manger parce que ça se coûte trop et parce qu'on ne peut pas chauffer de l'eau parce qu'il y a différentes raisons ou on a le mal de mer, ce qui peut aussi arriver. Comment est-ce qu'on chauffe de l'eau? Alors certains connaissent le jet boil, c'est quelque chose qui est très efficace, mais vous avez vu que vous alliez à l'ECA dans quelques semaines pour une sensibilisation sur l'incendie. Et je pense que c'est super important parce qu'il m'est arrivé un truc avec ça. Ça chauffe très très bien et très vite. Normalement, on va voir si ça marche. Voilà. Puis après, là, ça va devenir rouge dès que c'est chaud. Donc vous voyez que vous verrez que ça va très vite. Ce truc-là, il a commencé à cramer dans le bateau. Il a commencé à brûler dans le bateau lors d'une course. Et c'était vraiment chaud pour le sortir et pour l'éteindre. Et donc, oui, il faut avoir une couverture anti-incendie très proche pour pouvoir, même sur un Mini, c'est des choses qui arrivent, même sans électricité, etc. Il y a un peu d'électricité sur les Mini aussi, mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, vous voyez, ça va chauffer assez rapidement. Puis après, ça, c'est pour les lyophilisés. Puis après, pour les apertiser, j'utilise une autre méthode. Je prends un sachet. J'y verse un peu d'eau dedans. Ouais, j'ai versé à côté. Normalement, il n'y a pas de trou, hein, sinon ce ne serait pas bien. Après, je prends un sachet comme ça. Alors, c'est probablement pas très écolo. C'est probablement pas très écolo. Je le mets dedans. Puis après, je mets mon plat. Pour ceux qui ne viennent pas manger, vous pouvez prendre ça après avec. Mais c'est super pratique ce truc, même si ce n'est pas très écolo. Donc le bateau, il se coud dans tous les sens. Vous avez de la peine à rester debout, ou assis même. Vous fermez ça. Voilà, j'ai la peine à fermer. Voilà. Vous le mettez dans un coin du bateau, vous occupez plus rien, et puis vous allez voir qu'il y a une réaction qui va se passer, et puis ça va commencer à cuire, et dans 20 minutes, votre repas est prêt. Donc ça, c'est super pratique, et alors là, il est chaud, hein, vous voyez que je vais l'éteindre, donc ça a duré 1 minute pour chauffer de l'eau, pour le café le matin, et pour les plats lyophilisés. Et puis là, vous le sentez déjà, vous l'entendez? Donc ça va très très vite. Et puis le temps donc là, ça bout déjà à 100 degrés. Et le temps que le plat apertisé chauffe, ça va quelques minutes. Dans 20 minutes, c'est bon. Voilà. Et c'est moins dangereux parce qu'il n'y a pas tellement de flammes. Donc je préfère un petit peu, même si ce n'est pas très écolo, je préfère ça. Donc mon défi à moi, c'est pas de perdre de poids. Bon, ça me ferait du bien de perdre. Il paraît que je suis en léger surpoids, hein, d'après les tests sportifs que j'ai faits. Il faudrait que je perde 5-6 kilos. Mais finalement, ils me feront du bien pour traverser l'Atlantique parce que je vais les perdre de toute façon. Après, un sujet qui est super passionnant, c'est la météo. Moi, j'adore ça. En tant qu'ingénieur, c'est des choses qu'on essaie de comprendre, etc. Et puis on se rend compte que c'est difficile à comprendre et puis qu'il y a des spécialistes qui nous apprennent ça avec beaucoup, beaucoup de passion. Avant la course, vous allez préparer votre météo. Avant la course, vous allez prendre des cartes isobariques et puis vous allez étudier les prochains jours et puis vous allez vous faire une image de ce qui pourrait arriver. Puis après, vous allez aussi tenir compte, alors je n'ai pas noté,
vous allez utiliser les sites comme Windy, vous allez utiliser tous les paramètres que vous avez à disposition pour préparer votre navigation, pour faire des routages également. Avant la course, vous pouvez faire des routages et puis dire bah, on va passer plutôt à l'ouest, plutôt à l'est, etc. Puis ça va me prendre tant de temps. Et puis, vous avez même des spécialistes, des pros qui vont vous conseiller, qui font partie des courses où ils font un briefing et puis ils vont dire nous, on peut vous conseiller ça, mais vous décidez, c'est à vous de décider. Et puis, c'est super intéressant de comprendre également ces cartes et puis dire voilà, demain, il faut que je fasse attention, il y a un front qui va en passer, donc si je vais dans cette direction puis qu'il y a le front qui passe, bah, automatiquement, le bateau il va devoir changer de direction parce que le vent va tourner. Et puis après, vous avez la même chose pendant les courses. Pendant les courses, vous n'avez plus de communication, vous n'avez plus de bulletin météo, vous n'avez plus de grib, vous n'avez plus de windy, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez quand vous êtes en navigation et puis vous n'avez plus tout ça? Les yeux. Et puis, tu observes quoi? Le ciel. Donc, le ciel, ça veut dire les nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme le baromètre? Le vent. Ouais. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc, sur 3 semaines de traversée, vous n'avez pas beaucoup d'informations à part ce que vous voyez. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un bulletin par jour qui est transmis par la BLU, si vous arrivez à capter, qui vous donne l'anticyclone, où elle se trouve, et puis à quelle vitesse elle se déplace, et la dépression, enfin c'est plutôt le contraire, et la dépression, où elle se trouve, et à quelle vitesse se déplace. Et puis par secteur, le vent. Mais c'est une fois par jour, et ça ne donne pas d'indication comment ça sera demain, ça donne juste un effet, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, la situation aujourd'hui. Donc c'est à vous d'observer, et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et aujourd'hui, je m'entraîne de regarder les nuages et me dire, OK, le vent, il vient de là, donc la haute pression, elle est là, la dépression, elle est là, et puis le front chaud, il va arriver, et le front froid, donc il va arriver plus tard. Et je m'entraîne, voilà, je m'entraîne, et puis c'est quelque chose qui est vraiment très passionnant. Et pour la petite histoire, celui qui a gagné la Mini Transat l'année passée, il est météorologue. Donc c'est sa profession et c'est le seul qui a osé d'aller tellement au sud. Donc il a fait beaucoup plus de routes. Il était tout au sud pour remonter après et parce qu'il avait vu que c'était la meilleure route. Après, il y a d'autres compétences à acquérir lorsqu'on fait une mini transat parce que quand on est tout seul sur un bateau, quand on a un problème, la solution, elle est nulle part ailleurs que sur le bateau. Et c'est le skipper qui va la mettre en œuvre. Donc si vous ne savez pas faire du composite, boucher un trou, ou bien s'il y a des nœuds qui lâchent, vous ne savez pas utiliser ça, l'électronique en général, vous avez un court-circuit, vous avez votre système qui s'éteint, ou le pilote automatique qui tombe en panne, vous êtes tout seul. Il n'y a personne d'autre. Donc il faut connaître le bateau par cœur, le plus possible. Après, par cœur, je n'ai pas la prétention, moi je n'ai jamais construit de bateau, mais au moins quelque chose qui nous permettra de traverser l'Atlantique. Qui c'est qui peut me dire ce que c'est comme nœud, ça? Le sifflet de Bosco. C'est qui a dit? Bravo. Ouais, c'est un nœud qu'on utilise pour faire des manies textiles. Des manies textiles qui sont plus légères que des mousquetons qu'on utiliserait, etc. Donc on essaie de garder, de minimiser le poids au maximum. Donc plutôt que d'embarquer du métal, on va embarquer du textile et puis on va faire ses propres nœuds et ses propres manies. Voilà, les partenaires, 200 000 euros de budget. Il y en a 40 000 qui partent déjà pour la location du bateau. Et puis, voilà, sur 4 ans, c'est un budget qui est quand même conséquent. J'ai la chance de pouvoir compter déjà sur un certain nombre de partenaires et je continue à chercher. Il y a des contreparties qui sont intéressantes, évidemment. Il n'y a personne qui va nous donner ouais, Marcus, c'est un chouette type, je te paye quelque chose. Ça arrive, je reçois aussi des dons. Mais il y a toujours des contreparties. Puis les contreparties, elles peuvent être diverses, que ce soit des conférences comme aujourd'hui, grâce au CCS, mais ça peut aussi être de la visibilité sur le bateau. Il y a des articles de journaux qui vont être écrits, il y a des télévisions qui vont être, que ce soit françaises et suisses, qui vont s'intéresser au projet.
Ça peut être des soirées partenaires, des navigations. Enfin, il y a un tas de choses qui peuvent être faites pour des partenaires. Et pour chaque partenaire, évidemment, on va trouver quelle est la meilleure solution pour lui et puis qu'est-ce qui peut l'intéresser. Et on a recommencé une campagne de recherche de partenaires ce début d'année. Et puis on avance bien. Et si quelqu'un est intéressé, j'ai quelques dossiers de partenariat ici aussi que je peux distribuer. Également, c'est des très belles rencontres. Faire un projet comme ça, c'est des super rencontres. On voit tellement de gens d'horizons différents. C'est comme quand on va sur un bateau sans connaître les gens avec qui on va naviguer. Et c'est un petit peu dans ça que je me lance. Et chaque week-end, je rencontre des nouvelles personnes. Je ne me rappelle pas de tout le monde, mais c'est souvent des rencontres très, très riches. J'ai 3 exemples ici. Marie-Amélie, dont je vous ai causé tout à l'heure, avec qui j'ai fait la Fastnet, et puis avec qui on est encore en contact pour d'autres projets, peut-être après la Transat, etc. Ici, vous avez Benoît Alt, chez qui j'habite, et qui nous reçoit, que je resalue. C'était juste avant le départ de la qualification. C'est là où on se disait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Parce qu'il y avait 30 nœuds sur le port était fermé, interdiction en principe de sortir. Et par contre, la fenêtre, elle était maintenant, elle n'était pas dans un demi-jour, elle était maintenant, donc il fallait que je parte. Et puis finalement, ici, on a quelques personnes du pôle de la Turballe. C'était lorsque je suis revenu de qualification après 9 jours. Je suis arrivé à la Turballe à 1h du matin, et puis toutes ces personnes étaient sur le Zodiac avec l'hymne national suisse en m'attendant dehors du port. Et puis ils m'ont aidé à gruter le bateau, etc. C'est vraiment une équipe formidable. Donc c'est un tas de belles rencontres comme ça, également la Mini Transat. Et puis, après, de nouveau, c'est un projet en solitaire, il y a un tas de gens qui gravitent autour, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Et puis, pour moi, c'était important aussi de pouvoir trouver un sens, de dire, je ne le fais pas que pour moi, je le fais en tout cas pas pour mon ego. Je vous ai parlé de ma zone de confort, que j'aimais pas être dans ma zone de confort, que j'aimais sortir, mais c'est pas pour mon ego. Mais surtout j'aimerais aussi faire profiter d'autres personnes de ce projet. Et c'est pour ça que j'avais contacté plusieurs organisations, et puis je suis resté croché avec Zoé for Life, avec qui on travaille ensemble depuis, je crois, 2 ans. 2 ans, on s'est rencontrés pour la première fois, sauf erreur, ou 1 année et demie en tout cas. Et plutôt que ce soit moi qui présente Zoé for Life, je vais directement donner la parole à Nathalie, qui est sa directrice et sa fondatrice. Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que je sais que vous êtes là pour écouter Marcus et son aventure. C'est vrai que Marcus nous a contactés il y a 1 année et demie, 2 ans, il nous a présenté son projet en nous disant qu'il souhaitait offrir quelque chose à notre association, et ça nous a beaucoup touchés. Donc merci déjà de nous offrir cette belle visibilité et de tenter de récolter des petits sous à droite à gauche. C'est précieux pour nous. Brièvement, je vous présente rapidement l'association Zoé for Life. C'est une association qui a été créée en mai 2013 pour soutenir une famille, la mienne, enfin la nôtre, avec mon mari. J'ai rencontré Nicole à l'hôpital lorsque nos enfants étaient en traitement pour un cancer ici au CHUV. Et puis on avait plein de projets de ce qu'on voulait faire dans le milieu du cancer de l'enfant. Ben voilà, c'était pas encore le moment. Nos enfants venaient de terminer leur traitement, donc on voulait se laisser un peu de temps. Et puis en mai 2013, notre fille Zoé rechute de son cancer. Encore une fois, elle se battait contre ce cancer depuis sa naissance. Et c'est là que Nicole me dit, mais il faut créer une association, c'est maintenant, c'est pour vous aider, vous. On parlait de partir quand même 6 à 9 mois à l'étranger. J'avais bien sûr arrêté de travailler, mon mari était indépendant, on avait un autre enfant, donc ça allait être assez compliqué. Donc nos amis se sont mobilisés pour nous aider, nous, à ce moment-là. Mais on avait déjà l'idée de, un jour, reprendre le plan initial, de faire quelque chose dans ce monde du cancer de l'enfant que très peu de monde finalement connaît. L'histoire ne s'est pas passée comme on l'espérait. Zoé est décédée en octobre 2013. La maladie a été plus vite que ce qu'on pouvait lui proposer comme traitement.
Mais rapidement, on a décidé de continuer parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'en Suisse, c'est entre 250 et 300 enfants de moins de 18 ans qui chaque année sont touchés par un cancer. C'est à peu près 35 000 enfants en Europe, pour vous donner une idée. On guérit aujourd'hui 80% des enfants. C'est bien, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant parce que ce chiffre n'augmente plus depuis longtemps. En Suisse, c'est un enfant par semaine qui décède encore du cancer et ça reste la première cause de décès par maladie. Partout en Europe aussi. Donc, c'est à peu près 6 000 enfants en Europe qui décèdent chaque année du cancer. Les enfants qui guérissent du cancer ont des séquelles importantes. Les traitements sont lourds, sont longs. Et c'est vrai que pour ces enfants qui guérissent, l'avenir est parfois compliqué aussi. Donc, on a décidé de se restructurer. On s'est fixé 4 buts qui sont devenus notre fil conducteur. Je ne vais vraiment pas aller dans les détails, mais je vais les survoler. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions plus tard. Donc, on a décidé de... le premier but qui pour nous est le plus important, quand on apprend que son enfant a un cancer, la première chose qu'on veut, c'est qu'il guérisse. Et s'il guérit, c'est grâce à la recherche. Et s'il guérit, on aimerait qu'il ait le moins de séquelles possible. Et ça, c'est aussi grâce à la recherche. Donc pour nous, c'était vraiment important de pouvoir financer la recherche pour pouvoir augmenter le taux de guérison, pour guérir plus d'enfants et les guérir mieux. Donc c'est là où Zoe for Life investit le plus de fonds. C'est vraiment l'accès à des nouveaux traitements, des traitements innovateurs. On a différents projets pour améliorer le quotidien des enfants en traitement. On a financé des études qui visent à démontrer les effets bénéfiques du sport chez les enfants atteints de cancer. On lance un tout nouveau projet aussi où on offre des bourses d'entraide à des enfants guéris ou adolescents ou jeunes adultes guéris d'un cancer pour améliorer leur quotidien. Chaque année, c'est à peu près une centaine de familles qu'on soutient financièrement ici en Suisse, principalement en Suisse romande. Le reste des projets, c'est plutôt au niveau suisse, mais vraiment le soutien aux familles, c'est vraiment roman. Chaque famille qui apprend que son enfant a un cancer reçoit un soutien de Zoe for Life, qu'elle est bien sûr libre de refuser si elle le souhaite, mais ça passe toujours par les assistantes sociales en place à l'hôpital. Le dernier but, c'est ce que je peux faire ici ce soir, et c'est ce que Marcus fait pour nous finalement. C'est lui qui fait tout le travail, c'est sensibiliser le monde au cancer de l'enfant, dire que ça existe, communiquer. On est très très actifs sur les réseaux sociaux parce que c'est un moyen qui est pas cher pour faire connaître notre travail. On organise aussi des événements. En 2016, on s'est dit, on a 3 ans, on ne va pas pouvoir juste tout le temps demander aux gens qu'ils nous fassent un don. Donc, on a mis en place nos propres événements et puis on a en général 2 fois par année des événements assez importants pour soutenir l'association. Zoe for Life ne vit que grâce aux dons et grâce à nos événements. Donc, on n'a pas du tout d'aide de l'État. Donc, comme je dis toujours, chaque franc compte dans la lutte contre le cancer de l'enfant. Et puis, on est une petite équipe. On travaille très dur pour garder nos frais de fonctionnement très bas. On est en général entre 4 et 8% depuis 2013. C'est important pour nous de jamais dépasser 10%. Si on reçoit 100 francs, on ne veut pas qu'il y ait 50 francs de frais de fonctionnement. Donc, on n'a pas de bureau. Chacun travaille depuis chez soi. Et puis, on travaille dur pour ça. Septembre, c'est le mois de sensibilisation au cancer de l'enfant. Donc, c'est intéressant que la Minute Transat parte aussi en septembre. Tout le monde connaît octobre, le mois de sensibilisation au cancer du sein avec le ruban rose. Le cancer de l'enfant, c'est le petit ruban or. C'est la couleur symbolique du cancer de l'enfant. Donc, on fait une grande campagne de sensibilisation aussi en septembre à ce niveau-là. Et puis, on se réjouit d'accompagner Marcus dans son défi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Puis, je vais laisser Marcus reprendre pour nous parler de la suite de son aventure. Merci encore, Marcus, pour tout ce que tu fais pour nous. Je suis très honoré et puis très content de pouvoir participer, enfin de collaborer avec ton association. Et j'ai dit que j'avais contacté plusieurs associations, puis j'ai vraiment été touché par la vôtre. Et puis je trouve que c'est une belle histoire, et puis que faites-le perdurer. Et on a ici la mascotte de Zoe for Life qui participera également à la Transat, donc je ne serai pas complètement seul non plus sur le bateau. Et puis, je me suis lancé un défi, un défi que je vous lance aussi à vous. L'objectif, c'est que je puisse récolter 1 franc par 1000 parcourus en course. Sur l'année 2021, j'ai parcouru 1470 000 en course. Donc, je suis presque à 1500, qui sont au minimum pour pouvoir... voilà. Et puis, on a récolté 1510 francs. Donc, l'objectif est atteint pour 2021.
2021, 22, je vais faire plus de 1000. Je vais faire 4000 milles en course. Donc l'objectif est plus élevé. Et en 2023, il sera encore plus élevé. Et puis j'aimerais vraiment pouvoir atteindre ces objectifs. Je compte sur vous. À la fin, il y aura le slide, où il y aura un QR code. Et puis si vous avez envie, vous pourrez participer à la donation. Voilà. Merci Nathalie, merci Raphaël d'être venu ce soir. C'est cool. Maintenant, on va partir, avant de répondre à vos questions, si vous en avez, à moins que j'ai tout répondu, j'espère pas. Je vais vous parler de la qualification 1000 milles. Et puis, on va regarder un petit film d'environ 13 minutes tout à l'heure, qui résume exactement ce que je vais vous dire ici. Donc, en plus des 1500 milles de courses qui sont obligatoires pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir déposer le dossier, il faut également une qualification hors course de 1000 milles qu'on doit faire. Hors course, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres participants, il n'y a personne qui nous dit qu'on sait qu'il faut partir, c'est nous qui devons décider qu'on sait qu'on doit partir. Le parcours, par contre, il est imposé. Il y a un parcours en Méditerranée et un parcours sur l'Atlantique qui ressemble à ça. Enfin, c'est ça, on est à trois bouées à aller chercher, l'île de Ré, le plateau de Rochebonne et puis le Cardinal qui se trouve au sud-est de l'Irlande, ici en haut. Et puis, donc, on est seul, il n'y a pas de flottille, il n'y a personne avec nous. On doit faire des relevés astronomiques pour montrer qu'on sait aussi, en cas de pépin électrique, savoir se guider avec les étoiles ou avec les astres. Et puis, finalement, on doit rendre un dossier de qualification que je vous fais volontiers passer. C'est ce que j'ai dû rendre à la classe mini pour qu'ils me confirment que c'est OK. Si ça vous intéresse, vous faites passer pendant le film ou après, etc. Sinon, après, je le reposerai là-dessus. Je suis très fier de pouvoir vous montrer le film. Donc, le film, c'est des séquences que j'ai prises sur le bateau. Je suis très fier parce que, à part les séquences, moi, j'ai rien fait. C'est tout. Il y a John, mon neveu, qui a fait la production, respectivement la réalisation de ce film, de A à Z. Et puis, la musique a été écrite par mon fils, donc écrite et interprétée, et puis tout joué par Jérémy. C'est juste, hein? Ouais, presque tout. Il y a deux, trois éléments qui ont été rajoutés par John, mais la grande 90%, c'est lui qui a fait. Et vous allez voir, enfin moi je suis très très content de ce film, et puis il sera aussi disponible sur YouTube, je pense, d'ici demain. On peut descendre peut-être la lumière. Je m'appelle Marcus, j'ai 51 ans, j'habite en Suisse et je suis coureur au large. Actuellement, je suis dans le processus de qualification pour participer à la Mini Transat 2023. La qualification hors course, c'est un passage obligatoire pour pouvoir participer à la Mini Transat. Le parcours est imposé, il fait 1000 milles nautiques, soit un peu moins de 2000 km. Et c'est une boucle entre l'île de Ré, le plateau de Rochebonne, et on va chercher une bouée tout au sud-est de l'Irlande. La mer est actuellement bien formée, entre 2 et 3 mètres de creux. Les voiles sont réglées, on avance à 6 nœuds 5, au pré serré. Derrière, on voit Port Bourgenais encore. Et un tout petit peu plus haut, c'est les Saint-Stollen, à quelques milles. Voilà, il y a des vagues vraiment impressionnantes.
monter pour la Bretagne. Et ça va se calmer un tout petit peu après, pendant quelques heures, voire 1 à 2 jours. Et après, on verra. Comme ce n'est pas une course avec d'autres concurrents, c'est au skipper tout seul de décider quand c'est qu'il veut partir en fonction de la météo. La mer Celtique peut être très hostile avec toutes les dépressions qui arrivent de l'ouest. Pour mon parcours, une fenêtre s'est ouverte samedi matin alors que j'étais à Port-Bourgenais, c'est tout près des Sables-d'Olonne. J'ai avitaillé dans la foulée, puis je suis parti dans l'après-midi. J'avais une fenêtre d'environ 48 heures le mardi et le mercredi suivant, après mon départ, pour faire l'aller-retour dans la mer d'Irlande. Il ne fallait donc pas traîner en route. Coast Guard, this is Lovely Solo Sailor and Lovely Solo Sailor Doreen. Pleasure calling Thomas Coast Guard, this is Thomas Coast Guard, over. Can we change channel? I'm on course, on a qualification course for Mini Transat, and I'm heading to Ireland. Roger, sir, channel 6-7 and stand by, over. 6-7. Le passage du Ratsin et du Chenal du Four est toujours un moment un peu critique. Des forts courants et puis des changements au niveau de l'état de la mer réservent souvent des surprises aux navigateurs. Et il faut vraiment planifier son passage en fonction des heures de marée, des courants, et puis rester toujours très attentif. Ce que je mange quand je navigue en solitaire, honnêtement, je ne mange pas très bien. C'est encore une partie que j'ai un peu mal à gérer. J'ai quelques rituels comme les céréales le matin avec le café au lever du jour, une orange, pour autant que j'en ai encore pendant la journée, et puis pour l'apéro le soir, le saucisson et les cacahuètes. Mais sinon, c'est des plats lyophilisés ou impertisés. Et c'est vrai qu'en tant qu'épicurien, c'est pas très facile et il faut que je me force un peu. Voilà la bouée. On y est, enfin. Königsberg. Maintenant, c'est retour maison. Bye bye. Deux visages, effectivement. Hier c'était le bonheur, aujourd'hui c'était un peu le calvaire. Depuis la bouée de Königsberg que j'étais chercher, le vent a commencé à monter et j'ai fait du pré contre 25 à 30 nœuds, des vagues à 2 à 3 mètres pendant plus de 20 heures et ça vient de se calmer. Le vent a tourné un peu et ça permet d'aller directement sur les Scilly. Ouais, dans une dizaine d'heures, j'aurai passé les Scilly, je serai de nouveau dans la Manche. C'est dérouter les cargos. Vous voyez les cargos là? Je lui ai demandé de changer de direction pour laisser passer. C'est pas mal, hein? Ça le fait. Et chacun exécute. C'est cool, non? Petit bateau comme ça. Alors, je vais vous montrer où c'est que je dors. Quand je dors, pas beaucoup, hein, par tranche de 20 minutes, jamais plus. Hop. D'abord, rentrer. Voilà.
Donc voilà, là je suis à l'intérieur du bateau. Donc il y a beaucoup de changements du poids, il y a une centaine de kilos ou 150 kilos à matosser chaque fois. Alors je parlais de dormir. Quand je suis fatigué, je prends ça, je pose là. Je prends mon coussin. Et je dors. Je mets le réveil. 20 minutes et je dors jusqu'à ce que le réveil me réveille. De temps en temps, je me douche. La cabine de douche, elle est ici. C'est là qu'on se douche et ça se passe très bien avec le bidon. Puis ça marche. L'eau salée, un peu de savon et de l'eau salée de nouveau pour rincer. On profite du moment présent. Il y a beaucoup de temps aussi pour réfléchir, pour être avec soi-même et pour penser à tous ceux qui nous aiment. Voilà. Un des moments les plus difficiles, c'était avant le départ, c'était de décider de y aller, alors que le port était fermé pour cause de tempête. Et puis mes copains n'étaient pas franchement très rassurés, ils avaient l'air un peu inquiets. Donc il fallait vraiment un petit peu de courage pour dire c'est le bon moment, cette opportunité, peut-être qu'elle ne reviendra pas tout de suite. L'autre moment difficile, c'était lorsque, après 36 heures de navigation environ, j'ai perdu mon pilote automatique. Voilà, derrière moi, l'avant-dernière difficulté du parcours, le ras de Saint. Heureusement, j'avais un pilote de secours, mais j'ai navigué effectivement la plus grande partie de la qualification en mode dégradé, sans indication de direction et de force du vent, ce qui est relativement compliqué pour bien sentir le bateau. Finalement, c'était un très très bon exercice. Voilà, dimanche matin, j'aurais préféré commencer différemment cette journée. Ça fait depuis 5 heures que je me bats pour redescendre le SPI. J'avançais entre 8 et 10 nœuds, quand tout d'un coup le SPI s'est enroulé sur l'été. 5, 10 fois. Et impossible de le bouger, impossible de le descendre, etc. Et après 3 heures de bataille, voilà. Il est en bas, mais il faut que je défasse encore les nœuds. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé, et voilà, c'est des choses qui arrivent, il paraît. Donc moi, je vais boire un café, remettre juste le génois pour pouvoir avancer un peu, et puis me reposer, et après je remettrai le SPI une fois que je serai reposé. Je suis content. Voilà pour le passage de Rochebonne. Donc là c'est la cardinale Est. Et rendez-vous à l'île de Ré. Voilà, on arrive
arrive au pont de Ré. On va passer sous le pont, chose qu'on ne fait pas souvent, que j'ai fait peut-être 2 ou 3 fois dans ma vie avec un bateau. Voilà le passage du pont. Il est 20h38. Dimanche 15 août. 20h38, on a passé le pont. Coucou les amis, je suis rentré cette nuit, mardi matin à 1h au port de la Turballe. Et il y avait le comité d'accueil, c'était super cool. Et puis après un petit dodo, on remet en état le bateau et on essaie de regarder tout ce qui n'a pas fonctionné, comme par exemple le pilote automatique. Et j'ai trouvé pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça c'était débranché. Et puis ceci a entraîné un tas d'autres choses que j'aurais peut-être pas dû faire vu que j'ai fait faux. Mais voilà, c'est des choses qu'on apprend. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'aventure, pour être sûr que ça n'arrive pas pendant la mini transat. Voilà, appréciez le port de la Turballe depuis un mât de 10 mètres de haut, 11 mètres, je ne sais plus. Voilà. Avec tous mes copains ministres. Ça, c'est beau. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à la création de ce film, donc John, Jérémy, Thomas également, et puis tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour pouvoir faire ce film. Merci à vous d'avoir regardé. Comment me suivre? Certains d'entre vous me suivent déjà sur les réseaux. J'ai un site internet, passionvoile.ch. Passion Voile, c'était le site que j'ai utilisé pour vendre mes croisières à l'époque et que j'ai retransformé pour présenter mon projet et que peut-être dans le futur, je revendrai des croisières, on verra. L'avenir nous le dira. Et puis évidemment sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Et puis si vous êtes intéressé à recevoir régulièrement des news, inscrivez-vous à la newsletter. Ça fait quelques mois que je n'ai plus écrite, mais ça va revenir. Donc, comme ça, vous avez toujours les news les plus fraîches. Et puis, voilà, comment soutenir Zoé for Life. Donc, vous avez possibilité ici avec les QR codes, soit par PayPal ou par Twint. Et puis, si vous connaissez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui désire participer, devenir partenaire du projet, contactez-moi par mail ou par téléphone. C'est avec plaisir qu'on peut discuter d'une possible aventure ensemble. Voilà. Donc, je vais commencer à ouvrir le moment des questions et puis j'espère que je pourrai vous donner des réponses. Je vais laisser afficher là également ce slide pour que, si vous avez une bonne idée, de faire tac et puis après verser le plus possible. Donc j'ouvre les questions. J'ouvre également les questions sur les réseaux. Donc posez des questions. Cynthia va les reprendre. Et puis tiens, je te donne déjà le micro. Ou tu as un deuxième micro? Ok, parfait. Puis tu les liras au fur et à mesure. Juste une petite question. Provocation à propos du film. 1000 milles, 9 jours, moyenne de 100 000 par jour, 24 heures, ça fait une moyenne de 4 nœuds et quelques. En Atlantique, avec des vents qui avaient l'air forts, ça paraît, je dis bien, c'est une petite provocation de ma part, mais ça paraît peu comme moyenne sur un bateau comme ça. Ouais.
Alors, je réponds volontiers à cette question, ce n'est pas du tout provocation. Donc, effectivement, un bateau comme ça, il avance sur l'Atlantique pour traverser avec des alizés, il avance 7, 8, 9 nœuds en moyenne. Maintenant, ici, on longe la côte, donc on avance au pré, on n'avance pas plus que 5-6 nœuds. Comme sur un bateau, c'est la longueur du bateau qui fait en principe la vitesse. Donc on arrive à aller un petit peu plus vite, mais dès qu'il y a un peu de vagues, etc., on arrive à 5-6 nœuds. Puis après, vous avez des courants. Et puis, je vais parler du Ratsin avant. Le Ratsin est le chenal du Four. Au premier passage, je l'ai fait en une marée. Donc en 6 heures, j'avais traversé. Au retour, il m'en a fallu 3 de marée. Donc j'ai fait plus que 24 heures pour tourner de l'autre sens. Parce que je n'ai pas réussi, il n'y avait pas de vent, je me suis embarqué par les courants, je n'arrivais pas à avancer, puis on n'a pas de moteur pour aider lorsque ça n'avance pas comme il faut. Donc là, j'ai perdu quasiment 24 heures sur ça. Et puis il y a des moments où il n'y a pas de vent, on a vu quand il y avait des dauphins, etc., il y a des moments où pendant une journée, il n'y a pas de vent et on attend. Et on n'a pas de moteur pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est pour ça que le calcul est juste. Donc sur 9 jours et 1100 et quelques milles, c'est en dessous de 5 nœuds en moyenne. Ouais. Merci. Guido. Comment tu gères l'eau potable? Très bonne question. Comment je gère l'eau potable? Alors, suivant les courses, on a le droit à une quantité d'eau potable. Parce que l'eau potable, c'est du poids. Donc du poids, ça peut être bien, comme ça peut être pas bien. Donc on n'a pas le droit de prendre plus qu'un certain nombre d'eau. Par exemple, pour la Transat, des Canaries jusqu'en Guadeloupe, sauf erreur, j'ai le droit de prendre 110 litres. Dis-toi, tu te rappelles, je crois, c'est 110 litres. Dans des bidons de 10 ou 20 litres, on prend des bidons de 10 litres, c'est le plus simple, parce qu'on peut aussi facilement les matosser, c'est encore un poids qui est acceptable. Et puis, donc, quand on a du poids, on peut aussi matosser le poids en notre faveur. Donc, on va utiliser ça comme ballast. Et le problème, c'est que le poids, c'est comme du poids, et l'idéal, c'est d'avoir pas de poids. Donc, on va essayer de vider au fur et à mesure qu'on n'utilise pas l'eau. Pour gagner du poids quand même, on va vider l'eau qu'on n'a pas besoin en calculant ce qui nous reste de distance à faire, de jours à naviguer, avec un certain risque. Donc, ce serait bête d'arriver en Guadeloupe avec 50 litres d'eau encore. On aura perdu pas mal de temps parce qu'on va moins vite. Donc c'est tout un calcul, on a le droit, respectivement on est obligé de prendre un certain nombre d'eau avec, mais après on peut l'utiliser comme on veut. Pour le boire, pour se doucher, pour manger ou comme ballast. Ça répond à ta question? Oui. Parfait. Autre question? Claude? Merci. On a vu que dans le film, bravo pour la musique, parenthèse, j'ai adoré la musique. Mais on voit dans le film que le jeu de voile a déjà navigué un peu. Et je me disais, est-ce que pour la Mini, tu as la chance de pouvoir envisager un jeu de voile nouveau? Oui. Alors, le jeu de voile, alors j'avais un Genoa qui était assez récent et puis une GV qui date d'il y a 3-4 ans en arrière. Vendredi, je vais chercher ma nouvelle GV. Et puis on verra si elle tient jusqu'à la Mini Transat. Mais oui. Et puis après, les SPI, ils sont encore, ça va. On verra à quel moment je les remplace. Est-ce que je les remplace cette année, l'année prochaine? C'est toujours un budget. Ça dépend aussi des sponsors qu'on a à disposition, des partenaires qu'on a. Mais oui, l'idéal, c'est de pouvoir remplacer. Donc la GV, je vais la remplacer. Et puis les autres voiles, il y a de toute façon un GNAC que je dois remplacer. Et puis un Code 5 que je dois remplacer aussi. Encore. Alors, puisque j'ai le micro, tu nous as montré ces images où le SPI s'est joyeusement roulé sur les terres. Quand tu as réussi à tout dérouler, il était dans quel état? Alors, j'ai eu de la chance que j'ai réussi à le dérouler. Alors, j'avais le couteau avec moi, puis j'ai hésité plusieurs fois à dire « Ok, je coupe ». Mais ça n'aurait même pas résolu le problème parce qu'il était entouré en haut, à 6-7 mètres de hauteur. Et si j'avais coupé avec le couteau, j'aurais perdu toute chance pour aller chercher en haut et j'aurais dû monter au moi. Chose que j'ai encore jamais faite en navigation. C'est quelque chose que je dois encore faire en navigation avant de partir sur la Transat. Et
Donc j'ai vraiment enlevé j'ai tourné en bas X fois et puis après j'ai réussi à descendre petit à petit. Donc ça a duré 3 heures tout l'exercice. Et puis là j'ai dit, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui je sais, hein, j'aurais dû mettre un tout petit peu de génois quand même pour éviter que ça tourne autour. Et puis j'étais trop au portant. J'aurais dû le faire un peu, mais bon, quand on est fatigué, quand on dort pas beaucoup, on n'a pas toujours les idées très claires. Voilà. Merci. Udo? Quand tu prends ta douche, c'est peut-être indiscret. Tu gardes ton gilet? Non. Non. Tu veux plus de détails? Par contre, on est tout le temps attaché. Alors dans le cockpit, s'il n'y a pas beaucoup de vent, ok, mais sinon on est toujours attaché. Donc on a le gilet, puis on est attaché avec une longe, que ce soit dans le cockpit ou même quand je dors, je mets la longe dehors. Quand je dors là où vous avez vu dans le film, j'ai la longe qui est prête. Et puis comme ça, quand je sors, je suis déjà attaché. Surtout quand il y a du gros temps dehors. Et ce qui est intéressant, en parlant aussi du sommeil, donc quand je dors juste à la descente, quand je navigue avec le pilote automatique de secours, c'est un simple vérin tout bête, et puis avec un truc sur la barre, un petit piston sur la barre, et quand il y avait des vagues, de temps en temps, le truc il saute et puis il tombe. Et lorsque le vérin tombe, ça veut dire que le bateau il va partir au tas en 3 secondes. Et puis donc même quand je dors, en 3 secondes, j'entends le truc et puis je suis sur le pont. Et puis donc on dort jamais vraiment, on est toujours dans un sommeil éveillé, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc on est toujours à l'affût et même dans les cas comme ça, en quelques fractions de secondes, on est dehors. Jean-Daniel? Combien de litres d'eau par jour pour l'alimentation et la boisson? 3 litres, mais j'en utilise pas autant. 3 litres, et puis comme ça, je peux enlever 3 litres chaque jour. Je sais que j'en utilise 1,5. Gilles? Combien de voiles tu as le droit pour traverser? Combien de voiles j'ai le droit? Jusqu'à présent, on avait le droit à 7 voiles. Donc, on a le tourmentin, on a l'AGV, le génois, on a le Spimax, le Spi Medium, le Code 5 et le Ginac. Ça fait 7. Et puis, à partir de cette année, on a le droit plus qu'à 6. Donc, il faut choisir laquelle on enlève. Dilemme. Exactement. Donc, je ne sais pas encore exactement. Enfin, j'ai une idée pour moi, mais chacun doit choisir. Et puis après, on refait des voiles peut-être un petit peu intermédiaires entre 2 voiles. Enfin, si on en avait vu une, tu vas créer une deuxième voile qui lui ressemble un peu. Donc 6 voiles. Plus une voile de cap, si tu veux, mais il y a peu de monde qui l'ont. Après la course, tu mets combien de temps pour récupérer ton rythme de sommeil? Alors, ici, j'ai fait 9 jours. Après, la Transat, ce sera 14 à 21 jours. Je pense que je serai plutôt à 18, Titouan plutôt à 14. Donc, c'est intéressant parce qu'on ne dort jamais beaucoup. Et pourtant, je suis arrivé au port, j'ai dormi 5 heures. Donc, je me suis couché à 3 heures du matin, je me suis réveillé à 8 heures, j'ai nettoyé le bateau, j'ai mangé quelque chose et je suis rentré à la maison en voiture. J'ai fait une pause de 20 minutes entre deux. Donc, j'ai dormi une fois 20 minutes en voiture. Et le jour d'après, je travaillais. Et j'étais pas dans un mode épuisé, d'épuisement du tout. Donc, on arrive à récupérer quand même sur un bateau en dormant comme ça. Et puis, par contre, il a fallu quelques jours quand même pour que je me réveille de nouveau avant le réveil, le matin. Enfin, aujourd'hui, j'ai mon rythme, donc je sais à 6h moins quart, je suis réveillé, je n'ai pas besoin de réveil. Et là, il a fallu quelques jours pour me réhabituer à ce rythme. Mais je n'ai pas eu de problème de récupération ou de manque de sommeil ou comme ça. Ouais. Ce qui est super intéressant parce que je ne m'y attendais pas du tout. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook?
Alors, il n'y a pas de questions, mais tu as 2-3 jolies petites remarques. Il y a Noémie qui dit « top de voir les images en avant-première ». Il y a Didier qui dit qu'il faut juste te féliciter. Et puis, il dit aussi, Didier, « Marcus, un cours de sensibilisation incendie spécial navigateur sera juste pour toi ». Je salue bien Didier, parce que Didier, il travaille à l'ECA, donc là où il y aura le cours la prochaine fois. Ouais. Salut Didier. Et puis il y a Mélanie qui dit allez, go, 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 Marcus. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, continuez. Ouais, j'ai juste une question, tu vas refaire l'anti-fouling tout avant de partir? Ouais, ça je le fais, je pense, dans le chantier d'hiver l'été prochain. Et puis avant chaque course, on nettoie la coque. Donc il y en a qui le font eux-mêmes, moi je paye quelqu'un pour le faire. Ouais. Blaise. Quand tu as fait ta qualif, tu rentrais de la Pau, donc tu as eu 24 heures pour te décider. Pourquoi, en 24 heures, comment est-ce que tu prends ta décision, sachant que tu as ton boulot à Lausanne, tu as l'impératif, donc tu mets tout de côté et tu te dis je me fonce, je verrai tout rentrant. Alors, j'avais prévu de faire la qualification en juin, après la mini Fastnet. J'avais prévu déjà au niveau timing avec le boulot de faire ça à ce moment-là. On ne sait jamais, on a toujours compté quelques jours de battement parce que là, il y a une fenêtre qui s'ouvre ou elle ne s'ouvre pas. Et puis, elle ne s'est pas vraiment ouverte en juin. Il y en a qui sont partis quand même, mais il y en a qui ont cassé le mât, il y en a qui ne sont pas arrivés, etc., qui ont dû rebrousser le chemin. Donc, c'était plutôt la bonne décision de ne pas avoir été en juin. Sachant qu'il y a ils nous envoient dans la mer d'Irlande parce que c'est quand même, il y a beaucoup de dépressions qui arrivent là, et puis c'est pour qu'on soit obligé à choisir cette fenêtre météo et puis tenir compte de la météo. Et quand je suis revenu de la Kourou, c'était mercredi, et je me suis donné jusqu'à dimanche pour partir. Si dimanche je partais pas, je rentrais et puis j'allais au travail. J'ai la chance d'avoir un poste de cadre où je peux un petit peu jongler avec les heures de travail, respectivement avec mes vacances. Et puis, la fenêtre ne s'ouvrait pas. J'avais prévu un parcours, la fenêtre ne s'ouvrait pas. Et c'est samedi matin que le coach m'appelle et puis me dit « Attention, moi je vois une fenêtre, mais tu dois changer ton parcours. Au lieu de descendre à l'île de Ré d'abord, tu dois monter directement en Irlande parce que mercredi d'après, tu dois être sorti de la mer d'Irlande mercredi d'après, parce que sinon c'est la baston. Mais si tu veux y aller, c'est maintenant, et puis c'est avant ce soir. » Donc c'était le matin. J'ai vérifié moi-même, j'ai téléphoné à Marie-Amélie qui a fait aussi le routage pour moi, pour avoir troisième avis, et puis on était tous d'accord, et on est parti dans l'après-midi. On a été faire des achats, et puis monter sur le bateau, et puis il y avait 30 nœuds, et les vagues de 3 mètres, vous avez vu les images en partant. Donc il fallait vraiment dire maintenant j'y vais et puis je sais qu'il n'y aura pas d'autres fenêtres. Et sinon, je n'aurais pas pu faire la qualification l'année passée et j'aurais dû la faire cette année. Ça aurait compliqué de nouveau tout le processus. Donc maintenant, tu es sûr d'être qualifié? Il me manque 30 000. Non. Et puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de demandes pour faire la mini. Et puis si toutes les places sont utilisées, s'il y a plus de dossiers qui vont arriver en décembre, c'est celui qui a fait le plus de 1000, finalement. Donc tu ne dois plus avoir tes 1500 000, mais c'est celui qui a fait le plus de 1000. Et d'où les 2600, d'où les autres courses que je vais faire. Il faut que je les finisse aussi. Aujourd'hui, j'ai fini toutes les courses, mais voilà, il peut arriver des choses. Je regarde sur la montre. Je crois que le restaurant nous attend pour ceux qui mangent. Est-ce qu'il y a une dernière question, que ce soit sur les réseaux? Udo? Pour sortir du port avec 30 nœuds de vent, tu as une assistance ou bien... Alors, le port était fermé, donc j'avais officiellement pas l'autorisation de sortir, mais j'avais quand même besoin d'une assistance parce que j'ai pas de moteur. Donc j'ai été demandé à la capitainerie s'ils étaient d'accord de m'escorter quand même. Puis ils ont dit ok, on ne prend pas de responsabilité, mais on ne sort pas du port. On reste dans le chenal et puis on ne sort pas du port. Et ça voulait dire pour moi que je hissais mes voiles avant le chenal
pour être sûr que j'ai une certaine vitesse, parce qu'il y avait des déferlantes à la sortie du port. Et puis, si tu n'as pas les voiles, si tu n'as pas une vitesse, bah, tu te fais embarquer sur la côte, dans le sable. Donc, c'était la condition. Si je n'avais pas les voiles hissées, bah, j'aurais retroussé chemin et puis j'aurais resté une deuxième fois. Mais là, on a pu hisser les voiles et je suis sorti à 5-6 nœuds de vent, 5-6 nœuds de vitesse. Et puis, d'ailleurs, j'ai tiré le Zodiac pendant quelques mètres jusqu'à ce qu'il me lâche, parce que j'allais plus vite que lui. Voilà. Moi, je vais rester aussi ici encore un moment, puis après, je descendrai manger. Donc, si vous avez encore des questions durant le repas, c'est avec plaisir. Et puis, je vous remercie. Je remercie le CCS de m'avoir invité. Je remercie John, Thomas pour toute la technique. Donc, le live a visiblement fonctionné parfaitement bien. Vraiment top, et je pense que vous allez pouvoir le revoir, si vous voulez, dès ce soir, hein, sur Facebook, et le film sera publié demain sur YouTube. Voilà. Merci beaucoup.